Alors, bonjour à tous, merci beaucoup. Nous allons commencer, oui, on va essayer de respecter notre timing. Donc pour l'ouverture de cette nouvelle édition des rencontres cheval et patrimoine, qui cette année, bien sûr, aux Jeux Olympiques oblige, est consacrée à la culture équestre et olympisme. Donc je vais demander à monsieur Jean-René Maurice, le directeur de l'Estua, de commencer voilà, sa présentation. Voilà, bonjour. Bon, ça fonctionne. Bonjour, enchanté. Merci de votre présence. On m'a dit de faire très court, mais comme on est à l'Estua, je vais pouvoir faire un tout petit peu plus long. Mais rassurez-vous, on va aller à l'essentiel. Vous avez hâte de rentrer dans les différents débats qui vont vous animer toute la journée. Dans un premier temps, remercier toutes les personnes qui ont la gentillesse en tout cas d'être avec nous ce matin, notamment Jean Roch qui parle beaucoup avec son voisin Jackie Goulet. On les repère un peu, donc on a la fédération. Alors je ne vais pas citer tout le monde parce que chacun va venir ici notamment faire le petit mot d'accueil, donc chaque personne sera présentée, mais en tout cas, cher Jackie, cher monsieur le maire, monsieur le président de l'agglomération, monsieur l'étudiant un peu dissipé, c'est pas grave. En tout cas, on est très heureux d'être à Saumur, dans les locaux à la fois du Plus, donc de l'agglomération, financé par l'agglomération et la région, et de l'université, puisqu'on a cette chance en tout cas d'être abrité dans ces magnifiques locaux. Donc les remerciements, c'est important. Merci à monsieur le maire de sa présence et de nous accompagner dans le développement de nos formations sur le territoire saumurois. Ça, c'est un point important. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est cet honneur que j'ai, en tout cas, ou ce plaisir de pouvoir faire partie un petit peu de votre famille, la famille du cheval. J'ai pu découvrir, grâce à Sylvine Piquel, justement tout le travail et toute la dynamique qui a été... Alors, il y a de la musique. Voilà, non, mais c'était peut-être parce qu'il y a peut-être un petit fond sonore, il y a un côté très scénarisé qui est pas mal. Bienvenue à l'Estua, voilà, on est très complet, on est sur... Merci Guillaume, il n'y a pas de souci. J'ai ce plaisir en tout cas d'avoir pu découvrir il y a maintenant 2 ans, dans un lieu magnifique à Deauville et franciscaine, et d'intégrer votre famille. Alors modestement, je ne fais pas encore complètement partie de votre famille, mais j'ai pu la découvrir parce que j'y ai passé à la fois la soirée et la journée complète à Deauville, et c'était un moment inoubliable. J'en parle encore régulièrement, Sylvine peut témoigner. Ça a été un moment extraordinaire. Je n'ai pas pu assister effectivement à toutes les manifestations qui sont organisées déjà depuis fort longtemps par le ministère de la Culture, que je remercie activement. Pascal Liévaux ne peut malheureusement pas être des nôtres, mais il y aura un petit mot qui sera lu de la part de Sylvine, donc en l'honneur de Pascal. Mais aux franciscaines et à Deauville, c'était les courses. Donc on voit bien la pluralité des sujets. Fontainebleau, malheureusement, je n'ai pas pu y assister parce que je ne connaissais pas encore toutes ces rencontres, mais c'était notamment militaire, si j'ai bien compris, cheval et militaire. Et puis... le point de départ pour notre histoire et l'histoire de Sylvine Piquel, c'était Saumur, où là, c'était le patrimoine immatériel. Donc, on est bien là dans cette dynamique. Un nouveau champ qui est aujourd'hui exploré, et donc c'est important justement de continuer cette réflexion, et c'est le point 3 que je souhaitais aborder. En tant qu'enseignant-chercheur, c'est un sujet qui me passionne, puisque je travaille sur ces questions. C'est aussi peut-être pour ça qu'à Deauville, j'avais trouvé totalement ma place, en tout cas en termes de discours et de contenu scientifique. C'est la dimension patrimoniale. Comment vous continuez à travers l'olympisme, à travers ce cheval, à travers cette équitation à la française, cette dimension patrimoniale, comment le cheval participe justement et constitue un patrimoine en tant que tel, une dimension immatérielle forte, mais pas que. Sylvine Piquel a démontré il y a peu de temps dans un ouvrage qu'on vient de sortir sur les nouvelles lectures patrimoniales que la dimension matérielle aussi du cheval à travers les bâtiments, l'environnement, les univers, c'est aussi un moment fort quand on parle de patrimoine culturel, matériel, immatériel. Donc ça, c'est des questions importantes. Et comment vous participez justement à construire ce que Nathalie Heinrich appelle la fabrique patrimoniale, ce fameux processus de patrimonialisation d'un univers qui n'avait peut-être pas cette dimension patrimoniale, mais qui aujourd'hui s'inscrit pleinement dans ce champ du patrimoine, et comment vous ouvrez de nouvelles portes justement du patrimoine. On voit bien que François Hartog nous parle de tout patrimoine, on parle d'inflation patrimoniale, on parle de nouveau patrimoine, et donc on est totalement dans cette dynamique de réflexion universitaire, scientifique, qui est importante de creuser. Le cheval, c'est pas effectivement juste on monte et on se balade, c'est aussi une vraie réflexion de fond, un élément de société. Monsieur Lucas, tout à l'heure, on en parlait, la dimension économique, Versailles, notamment avec Jean Roch, par rapport à cette présence de l'olympisme. Donc,
un sujet en tout cas qui nous, à l'université et à l'Estoa tout particulièrement, nous anime et nous amène en tout cas à soutenir, et on continuera de soutenir ces rencontres tous les 2 ans dans le domaine du cheval et plus largement. Les formations, c'est mon point 4 et je m'arrêterai là. Vous êtes à l'Estoa, monsieur le maire, Jackie Goulet, cher ami, cher Jackie, merci pour tout ce que tu fais en tout cas à l'université et à l'Estoa tout particulièrement. Les étudiants, 450 étudiants sont aujourd'hui notamment ici à Saumur. On a 3500 étudiants. L'Estoa, c'est 3500 étudiants. Il y a un campus, quelques étudiants notamment au Sable d'Olonne, quelques étudiants à Cholet. Mais le gros des troupes au-delà d'Angers, c'est Saumur, donc avec des formations notamment dédiées au cheval. Donc ça, c'est un point important et je souhaitais justement féliciter et remercier à nouveau Sylvine Piquel au-delà de sa dimension scientifique, mais une autre personne qui est très discrète, mais qui travaille sur le cheval peut-être un peu avant nous, Sylvine, enfin en tout cas toi surtout, c'est Véronique Mondou, qui j'ai vu Véronique, voilà, elle est là-bas, Véronique, qui est l'administratrice du campus pour le compte de l'université de Saumur et qui a piloté, porté notamment, pas initié, puisque d'autres collègues avaient déjà, avec Michel Bonneau, initié cette thématique cheval. Pour la petite anecdote, mais je le dis il y a 2 ans, mais peut-être que certaines personnes n'étaient pas là il y a 2 ans, l'Estoa a même été propriétaire d'un cheval à une certaine époque, quand on avait lancé, enfin quand Michel Bonneau avait lancé toutes ces formations. Je ne sais pas où est parti ce cheval depuis, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on est une thématique, c'est une thématique dans laquelle l'Estoa, avec la présence des étudiants aujourd'hui, qui anime. Et je remercie sincèrement Véronique Mondou, Sylvine Piquel, Lucie Biteau pour la question administrative. Et puis, il y a notamment Claire Mandin qui se cache quelque part pas loin et qui aussi travaille, voilà, elle est là-bas, Claire, sur la thématique du cheval. Et puis, pour démontrer aussi l'importance que constitue le cheval dans les formations universitaires et à l'Estoa tout particulièrement, nous venons de recruter une nouvelle collègue, Nathalie Barthès, qui est là-bas, voilà, et qui rejoint l'équipe et qui vraiment a été un poste à l'Estoa qui est un peu nouveau, qui est un poste qui va être vraiment et qui est vraiment fléché, éco-gestion cheval, puisque l'objectif le profil de poste qui avait été diffusé au niveau national pour recruter était sur cette thématique de poste. Donc mon cher Jackie, tu vois, on continue l'aventure, on continue ce que tu fais, comment toi tu aussi imprimes le cheval dans la ville, par cette présence équine dans Saumur, nous dans nos formations et à l'Estoa, on continue aussi d'accompagner la dynamique. Donc, en tout cas, merci à vous, merci de votre présence et on est très heureux d'être à vos côtés pour cette thématique importante pour l'Estoa et l'Université d'Angers. Moi, je voulais dire aussi un grand merci à Jean-René, parce qu'effectivement, ces relations sur les thématiques cheval et patrimoine, donc en dehors des formations, on avait d'abord le soutien de Philippe Joly, l'ancien directeur, et Jean-René nous a vraiment soutenu encore plus, puisqu'on a maintenant une convention avec le ministère de la Culture, pour pouvoir poursuivre en fait ces réflexions et peut-être une revue plus tard. Donc un grand merci à lui, et il fait déjà partie de notre famille, notamment, il ne le dit pas, mais il est né dans une famille d'éleveurs. Voilà. Alors maintenant, j'appelle monsieur le maire, en fait, Jackie Goulet. Mesdames et messieurs, sachez que c'est un vrai plaisir d'être là ce matin avec vous. Toujours un peu difficile de parler après Jean-René, qui, au-delà d'être universitaire, au-delà d'être plus intelligent que la moyenne de chacune et chacun d'entre nous, a cette rare capacité d'avoir le verbe facile et de parler de tous les sujets. Et donc, je suis toujours en admiration de Jean-René, et je le connais, je le dis tranquillement, je le connais depuis 30 ans. Alors les amis de 30 ans, il faut s'en méfier, surtout en politique, mais cependant, je le connais depuis longtemps, et je veux ici le remercier des mots sympathiques que tu as eus à l'égard de la ville de Saumur, de l'engagement de la communauté d'agglomération par rapport à ce pôle, et des engagements tenus. Les paroles et la parole, même dans le monde politique, pour moi, ça a beaucoup d'importance. En vous saluant chacune et chacun d'entre vous, particulièrement les personnes qui viennent évidemment de l'étranger. Je sais qu'il y a quelqu'un de la Suisse, du Portugal et de d'autres pays. Je veux ici vous saluer très sincèrement, vous savez, chacune et chacun d'entre vous. Et vous dire quel plaisir j'ai d'être là ce matin. Et la différence de Jean-René, c'est que je ne suis pas du tout un spécialiste du cheval. D'ailleurs, je suis un spécialiste de rien. C'est le grand principe des maires. Mais c'est de s'intéresser. Et c'est de mettre de l'énergie sur des sujets qui semblent fondamentaux.
Et le cheval, c'est un sujet fondamental pour la ville de Saumur, pour l'intérêt du territoire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir ce matin, ici, dans cette ville qui est, à mes yeux, bien évidemment, et vraisemblablement aux yeux de la France, la ville du cheval. Peut-être pas la seule ville française du cheval, mais la ville qui représente le cheval dans toutes ses composantes de la France. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans cette association Oroicus, qui est la seule ville française qui représente la France pour le cheval. C'est un point ô combien important, bien évidemment. Le cheval, dans toutes ses composantes, comme je vous le disais, d'abord dans sa composante touristique, puisque ici vous êtes sur un territoire de 1 400 000 visiteurs par an, que j'espère que nous continuerons à augmenter. C'est la première destination touristique du Maine-et-Loire et c'est la première destination touristique des Pays de la Loire quand on parle des terres, bien évidemment, quand on enlève le bord de mer, cher collègue Éric Touron, conseiller régional. C'est donc une destination touristique et cette destination touristique peut-être, et c'est dans cette dynamique, c'est évidemment la Loire, c'est évidemment le vin que vous aurez l'occasion de déguster vraisemblablement, et je l'espère, ce midi au déjeuner, mais c'est aussi le château qui a un magnifique musée autour du cheval, mais j'y reviendrai, c'est bien évidemment le cheval. Et le cheval, quand on parle cheval à Saumur et tourisme, cher Jean-René, cher Jean-Roch, excuse-moi, eh bien on pense évidemment au cadre noir. Et le cadre noir, au-delà de ce qu'on a comme visualisation les uns et les autres, et ce que j'avais tout au moins avant d'avoir la responsabilité ici, pas uniquement les galas, c'est aussi, bien évidemment, et vous le savez, c'est aussi le côté scientifique, le côté avancé sur le cheval, mais vous en parlerez évidemment toute la journée. Et Jean-Roch, évidemment, tu en parleras tout à l'heure. Le cheval à Saumur, c'est évidemment, comme je viens de le dire, le cadre noir, mais c'est aussi ses musées. Musée de la cavalerie, qui fait une exposition cette année assez exceptionnelle. Et le cheval et la cavalerie, le cheval et l'armée, c'est toute une histoire que vous aurez vraisemblablement à discuter ou à voir aujourd'hui. Mais c'est aussi le musée du cheval au château qui, ce soir, ouvre une nouvelle exposition autour du cheval, et je vous invite bien évidemment à venir ou revenir pour voir cette exposition. Le cheval, c'est une composante, comme je vous l'ai dit, touristique, et je pense à la route de D'Artagnan. Route de D'Artagnan, seule route européenne qui va traverser évidemment l'Europe et qui passe à Saumur, avec un point fort sur territoire de Saumur. On va l'inaugurer au mois de mai. Alors, je n'ai pas la date, le 11. Je regarde mon chef de cabinet qui confirme que je ne me suis pas trompé de date. Le 11 mai, et on va faire un temps très fort sur ce sujet qui me semble, au-delà du nombre de personnes qui vont évidemment utiliser la route de D'Artagnan, c'est aussi ancrer Saumur avec le cheval. Donc, comme je vous l'ai dit, le cheval pour nous c'est fondamental, et avec mon collègue et néanmoins ami Éric Touron, nous travaillons fortement. Et je le redis, c'est pas le sujet qui a priori était dans ma priorité politique en 2014. C'est un sujet que je connaissais peu ou pas, mais nous avons décidé, avec l'État, de reprendre le site de Véry, un site exceptionnel en matière hippique, pour faire des concours nationaux et internationaux, pour maintenir les courses avec l'hippodrome, pour donner une dynamique, et on l'a repris en bail amphithéotique avec l'État. On va investir 6,5 millions d'euros pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles celles et ceux qui font du cheval, qui font la dynamique du cheval et qui font l'économie du cheval. Je suis ma colonne vertébrale personnelle
et le développement économique, et l'économie, et le cheval fait partie à part entière de l'économie. C'est plus de 2000 emplois sur le territoire, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont consommés autour du cheval. Donc évidemment, c'est une des parts, au-delà de l'image, au-delà de la dynamique, au-delà de la capacité à développer le tourisme, au-delà de la capacité à se mobiliser. La preuve ce matin, puisque vous êtes toutes et tous ici sur un sujet technique et scientifique, eh bien finalement, on a eu raison globalement, et vous avez raison d'être ici à Saumur, puisque s'il y a un endroit en France où on peut parler du cheval intelligemment, qu'on peut mettre nos neurones collectives pour pouvoir développer la politique du cheval en matière scientifique et en matière territoriale, il n'y avait qu'un endroit et un seul, c'est à Saumur. Merci beaucoup, très très bonne journée à vous. Merci beaucoup, et nous tenons aussi à remercier vraiment beaucoup la ville, l'agglo et la région aussi de nous avoir offert entre guillemets ce magnifique outil de travail qui est le nouveau campus qui a ouvert depuis 2 ans. L'objectif de Falcoloc ici, c'était aussi, parce qu'on essaye de valoriser à chaque fois une ville, de valoriser ce nouvel outil de travail que l'on a, et c'est vraiment un plaisir et un honneur de venir y travailler tous les jours. Et donc maintenant, j'appelle le directeur général de l'IFCE. Le deuxième JR, c'est ça. Sans répéter tous les titres, chère Sylvine, chère Catherine, mais bien sûr, chers Jackie, Éric, Jean-René, Guillaume, chers et chers collègues, chers amis, incluant en effet les amis du Portugal, de Suisse, de Suède, du Royaume-Uni, et majoritairement de France, c'était assez logique. Le plaisir de venir à l'Estua dans ces superbes locaux, et avec un accueil dès hier par Sylvine pour les derniers calages, et je pense que là aussi, ça montre le professionnalisme que peuvent présenter des structures universitaires. C'est bien tenu, hein, ce n'est pas des colloques montés sur le coin d'une carrière, ça a son charme aussi, hein, mais certainement quelque chose de solide, et qui fait que je voudrais juste aborder 3 points rapides. Le premier, ce sont les relations entre Estua et IFCE. Ça pourrait faire l'objet toute la journée, hein, puisque c'est des relations qui sont vraiment très nombreuses, mais je voulais juste donner 2 exemples à ce point de vue-là. La formation initiale, c'est la formation qui est la plus célèbre à l'IFCE, au Cadre Noir à Saumur, qui mixte formation professionnelle et universitaire, c'est-à-dire que les étudiants sont soit à l'IFCE, soit à l'Estua, mais c'est obligé de toute façon de faire les deux, en 4 ans, et cette formation vient de fêter ses 20 ans. Donc je pense que dans ce cadre-là, on peut dire que ça fonctionne. Ça serait mort depuis longtemps autrement. Ou les participations croisées, c'est les aspects d'accueil de stage d'étudiants de l'Estua chez nous, ou de formation avec l'Estua. Et donc, cette formation qui est allée jusqu'à ce que l'IFCE soit présent au conseil de gestion de l'Estua. Donc, je pense que là, après, on ne peut pas faire plus, ou alors il faut fusionner les deux, mais en matière de tutelle, ça serait peut-être un peu compliqué. Deuxième point, et ça va croiser avec la journée, l'aspect recherche scientifique. C'est l'une des missions de l'IFCE. L'IFCE est institut technique de référence aux côtés de la filière équine. Et chaque année, le conseil scientifique de l'IFCE finance des projets de recherche et développement. Et je profite de cette occasion aujourd'hui pour vous annoncer que c'est une nouveauté pour l'appel à projet qui vient de paraître. Les sciences du patrimoine sont spécifiquement inscrites dans l'appel à projet et donc éligibles à financement. Je pense que ça va permettre à Sylvine et ses équipes de soumettre des projets qui auront bien sûr toutes leurs chances. Enfin, troisième et dernier point, ce sont les liens entre l'IFCE et l'olympisme, et pour être complet, je dirais aussi, et le paralympisme. Là aussi, je ne vais pas lister toutes les actions, ça n'aurait pas de sens et ça prendrait trop de temps, mais le meilleur exemple, c'est cet après-midi, les 2 tables rondes sont animées par des agents de l'IFCE, qui agissent bien sûr pour l'obtention des meilleurs résultats cet été à Paris, à Versailles,
Et vous aurez l'occasion de voir et des athlètes et leurs encadrants avec Céline Gerny, Nadège Bourdon, Geoffrey Podzielic, Chiara Zenati, Zinia Guitin, qui est doctorante, Arnaud Boiteau, Pauline Basquin, Léa Lansade, et même l'animation d'une des tables rondes par Florence Méa, directrice générale adjointe. Donc c'est pour dire qu'on est lancé à fond dans cette grande organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour la petite image, sachant que ça sera la dernière fois malheureusement, mais on est complètement impliqué aussi dans la fourniture des chevaux pour la partie équitation du pentathlon moderne. On va le faire avec la garde républicaine et avec l'école militaire d'équitation, mais ça cadre bien, au même titre que cadre bien le financement des actions du plan héritage des Jeux Olympiques, et tout cela pour les actions et événements dans le cadre des Olympiades culturelles. Donc là aussi, ça refait le tour. Donc voilà, je ne vais pas être plus long comme ça, je vais respecter le temps, mais surtout en vous disant que je vous souhaite une très bonne journée, bien sûr avec la partie des présentations, mais on a regardé, les moments d'échange, les moments de pause sont importants aussi. Repartez d'ici avec de nouvelles idées, de nouvelles connaissances, de nouveaux contacts. Je vous remercie. Un grand merci aussi à Jean-Roch et à l'IFCE qui sont effectivement des partenaires vraiment constants, à la fois pour les formations et pour la recherche. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Alors, j'ai l'honneur aussi d'appeler donc Catherine Norinder, donc, puisque nous avons la chance d'avoir une représentante en fait de la FEI qui nous vient donc à la fois de Suède et de Suisse. Et donc, c'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. Merci Sylvine. Merci, bonjour à tous. Je ne me rappelle pas de tous les noms, alors je ne vais pas vous les énumérer. Mais je représente la Fédération équestre internationale. Je suis très honorée d'être ici. Et je dois dire que je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la Fédération équestre internationale. C'est juste pour vous donner vous aiguiller un petit peu. Et puis, c'est au fait l'organisation, l'autorité qui organise et qui est pour les 7 disciplines. C'est le saut, le dressage, le concours complet, la voltige, l'endurance et l'attelage avec le paradressage aussi. Donc, tout ce qui est concours international, c'est nous qui le réglementons et c'est nous qui les régissons au niveau calendrier, etc. Il y a 135 fédérations nationaux qui font partie de la fédération. C'est eux, au fait, qui décident en assemblée générale tout ce qui est réglementation et les démarches et puis le futur du sport. Le but, au fait, c'est de standardiser les règlements de compétition pour permettre à tous, à travers le monde, tous les athlètes et de toutes les nations de concourir et de se préparer selon les mêmes critères et les mêmes niveaux techniques. Alors, c'est quand même quelque chose d'important pour permettre tout le monde de venir aux Jeux olympiques avec le même niveau. Cette fédération, elle a été créée en 1921 par 10 nations, dont la France et la Suède. Le siège est à Lausanne. C'est le CIO, le Comité olympique international, au fait, qui a fait venir un maximum de fédérations internationales pour pouvoir mieux échanger à Lausanne et pour mieux avoir des intervenants et puis d'avancer un petit peu dans les discussions sportives. Il y a 14 autres fédérations internationales à Lausanne et c'est vrai que ça donne lieu à des réunions assez rapides et puis à une dynamique de groupe qui est assez intéressante. Nous sommes 100 à travailler à l'AFI, au quartier général. Il y a 40 nationalités différentes. Et tout ce qui est, on a des départements différents, ce qui est du technique, donc de chaque discipline, vétérinaire, légal, médical, antidoping, beaucoup, solidarité, donc pour aider toutes les petites nations à rentrer un petit peu dans le jeu et puis d'avoir des meilleures conditions pour pouvoir concourir et de comprendre un petit peu comment ça va, tout ça. On a notre président, Ingmar de Vos, qui est belge, et avec une commission exécutive qui représente au fait
tous les groupes régionaux et les différentes commissions techniques. C'était juste pour vous donner un tout petit peu un aperçu, parce qu'au fait, on est très honoré d'être ici à Saumur. Saumur compte beaucoup aussi au niveau du sport équestre, et c'est très engageant de voir aussi que vous avez des cursus spécifiques pour universitaires, pour le sport équestre, et on a du travail devant nous. On va en parler un petit peu dans le futur, parce que le sport équestre est important pour nous tous, et il faut qu'on garde au fait à l'esprit qu'on doit changer avec le temps, mais le sport équestre, c'est quelque chose d'incroyable, et je crois qu'on est tous très passionnés pour pouvoir y rester. Merci beaucoup, et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup, merci de ces explications, parce qu'effectivement la FEI fait un très gros travail dont on ne se rend pas toujours compte, et c'est vraiment un honneur pour nous d'avoir Catherine à cette édition. Merci encore d'être venue. Alors malheureusement Serge Lecomte ni Frédéric Bouis n'ont pu venir pour la FFE, mais ils ont chargé Guillaume Henry de venir dire un petit mot, parce qu'ils sont aussi nos partenaires. Bien, chère Sylvie, madame, messieurs, chers toutes et tous, d'abord la fédération m'a demandé de vous dire un petit mot. D'abord de remercier Sylvine Piquet-Chevalier pour son invitation et son action, ainsi que Pascal Liévaux et le ministère de la Culture. Alors je vous prie d'excuser l'absence de Serge Lecomte, Frédéric Bouix et Pascal Marie qui voulaient venir mais qui n'ont pas pu. La fédération a compris l'importance de l'approche culturelle et patrimoniale grâce au dossier UNESCO dans lequel elle s'est impliquée depuis le classement de l'équitation de tradition française. En 2021, la fédération a publié un ouvrage sur ses 100 ans qui lui a permis de se plonger dans ses archives et, dans la foulée, en 2021, de mettre en place une commission pour construire une politique culturelle et patrimoniale. Cette commission, qui est présidée par Pascal Marie, a désormais des correspondants régionaux qui entament, entre autres, un travail de collecte et de mémoire. Donc les choses avancent au sein de la fédération. La fédération organise notamment ses premières journées culturelles à La Motte-Beuvron les 11 et 12 avril sur le thème « Les origines du cheval, le cheval, un acteur permanent du changement social », avec des intervenants prestigieux comme Ludovic Orlando, Alain Outram, Carole Ferret, Bernadette Lisée, Bruno David, etc. Le renouveau des usages du cheval au XXe siècle est la conséquence de l'olympisme et de sa rencontre avec la tradition militaire. Le sujet de ce colloque est donc tout particulièrement pertinent en cette année 2024. Donc, au nom de la Fédération française d'équitation, je vous tenais à remercier Sylvine Piquet-Chevalier, le comité qui a travaillé à cet événement, l'ensemble des intervenants, et vous souhaiter à toutes et tous un bon colloque. Merci. Merci beaucoup Guillaume. Et donc maintenant j'appelle aussi Monsieur Touron, donc, qui est le vice-président filière cheval des Pays de la Loire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Écoutez, que vous dire après 2 JR, un Jackie et l'ensemble des intervenants. Alors vous dire et préciser, Monsieur le directeur de l'Histoire, que je suis très heureux de vous accueillir dans les locaux de la région Pays de la Loire, fort bien entretenu par l'agglo de Saumur. Mais avant tout, très heureux de vous accueillir ici en Pays de la Loire, après avoir remercié Sylvine. Je sais combien elle met d'énergie pour préparer ces colloques, et en plus de l'énergie, de la passion, parce que c'est une passionnée. Donc, j'aimerais, au nom de la région, la remercier pour tous ses travaux et ses engagements. Et puis, vous souhaitez la bienvenue dans cette région Pays de la Loire. Alors, quand on parle cheval et région, on pense souvent à la Normandie. Alors, je ne sais pas s'il y a des Normands ici, mais nous n'avons pas à rougir, puisque sur beaucoup de classements, nous sommes devant la Normandie. Nous sommes la première région en nombre d'hippodromes. Nous sommes la première région en organisation de compétitions internationales. Nous sommes juste derrière vous au nombre des naissances. Bon an, mal an, nous sommes devant ou derrière vous au nombre de saillies. Et ici, eh bien, nous avons aussi
nombre de champions, mais vous en avez en Normandie, et nous les saluons et nous les accueillons quand ils le voudront à Saumur. Alors cette région Pays de la Loire eh bien, a une vocation cheval, et puis quand on parle d'olympisme, un des piliers de l'olympisme, c'est l'excellence, et nous avons la chance ici en Pays de la Loire d'avoir quelques pépites, quelques joyaux, notamment ici à Saumur avec le Cadre Noir, voilà, qui est un vecteur touristique des plus importants, une carte exceptionnelle à l'étranger. Souvent à l'étranger, on ne connaît pas forcément Saumur, on peut connaître Jackie Goulet, voilà. Mais on connaît le Cadre Noir. Autre pépite, c'est le jumping de la boule, un événement international. Troisième pépite, c'est le Mondial du Lion. Ce Mondial du Lion qui souvent voit des chevaux qui vont aux Jeux Olympiques passer par le Lion d'Angers. Donc cette terre des Pays de la Loire est très fière de la filière cheval. Alors pour conclure, chère Sylvine, je ne sais pas si dans 2 ans vous avez déjà réfléchi au sujet, mais je me disais qu'il pourrait y avoir un sujet intéressant, c'est les politiques et le cheval. Avec Jackie Goulet, nous avons souvent été en compétition dans des courses en portant des casaques de partis politiques différents. Mais là, le cheval... alors on est amis, hein, ça fait 30 ans que nous sommes élus, on est amis, mais bon, des fois il y a quelques petites joutes. Mais j'oserais dire que le cheval, comme dans beaucoup de collectivités, permet de fédérer des gens qui n'ont pas forcément les mêmes opinions politiques, mais le cheval permet de réunir, et ça a été le cas ici à Saumur, parce que je dois vous avouer que même dans une ville de cheval, faire valider un investissement tel que celui que nous allons porter sur le site de Véry, un investissement de l'ordre de 6 millions d'euros, nos collègues n'étaient pas forcément très motivés, et donc c'est avec Jackie Goulet que tous les deux nous avons réussi à faire valider ce projet, que nous allons le porter avec fierté et détermination. Et donc, si c'était le sujet dans 2 ans, sachez que normalement, sauf coup d'État, nous serons encore là. Et je ne doute pas que Jackie sera très heureux de venir débattre sur ce sujet. Donc, profitez bien des Pays de la Loire, regardez bien tout ce qui se fait en matière de cheval dans les Pays de la Loire. Et très belle journée. Soyez les bienvenus ici à Saumur. Et vous allez pouvoir profiter de toutes les qualités d'organisation de Sylvine pour passer une très belle journée. Merci. Merci beaucoup, merci aussi vraiment au soutien fort de la région. Je voulais juste dire aussi que pour l'organisation, je suis loin d'être toute seule, et je voudrais aussi remercier toute l'équipe de l'ESUA, l'équipe logistique recherche, l'équipe communication. Vous pouvez voir ces très belles affiches qui ont été faites par la com grâce à Jean-René qui donc nous a donné... mis à disposition l'équipe com, et vidéo qu'un certain nombre d'entre vous connaît avec notre ami Guillaume qui est toujours là. Donc voilà, je voulais beaucoup remercier tout le monde. Et alors vous dire aussi un petit mot donc de Pascal Liévaux du ministère de la Culture. C'est vraiment grâce à lui que le groupe Cheval et Patrimoine est né il y a plus de 10 ans, et il était vraiment déçu de ne pas pouvoir venir. Donc voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit: je vous prie d'excuser mon absence, et je veux vous dire à quel point j'aimerais être avec vous. Ce colloque marque une étape importante. Le groupe Cheval et Patrimoine a pour bilan une impressionnante série de colloques portant sur des thématiques très variées et en prise directe avec les questionnements contemporains. Il compte en son sein d'éminentes personnalités et spécialistes incontestés qui considèrent la question du cheval et de l'équitation de points de vue scientifiques et institutionnels très divers. C'est le croisement de ces points de vue qui font la qualité de ces travaux. Que tous et tous en soient chaleureusement remerciés. Sylvine Piquet-Chevalier, qui le préside avec dynamisme et intelligence depuis quelques années, et moi-même, avons voulu garantir sa pérennité et le soutien autant budgétaire qu'institutionnel indispensable en établissant à cet effet une convention, donc c'est la grande nouveauté, entre l'Université d'Angers et le ministère de la Culture, qui ne fait que consolider une fructueuse collaboration qui a fait ses preuves. Elle permettra de développer conjointement des actions en faveur de la connaissance, de la compréhension et de la transmission du patrimoine du cheval dans ses dimensions matérielles, immatérielles et dans ses liens avec le patrimoine naturel. Je souhaite enfin remercier les intervenants et souhaiter à tous un colloque inspirant.
Donc merci à tous, merci à tout le monde. Et puis nous allons commencer donc notre colloque avec un quart d'heure de retard, mais bon, on a prévu, hein, c'est classique, on est toujours un petit peu en retard. Ça fait partie du charme. Donc je vais demander donc à Bernadette Lisée, qui va animer, donc directrice de recherche honoraire CNRS, spécialiste de la traction animale, qui va animer cette table ronde, ainsi que à Hélène Dubois, attachée de conservation des patrimoines châteaux au musée de Saumur. Oui, et Anne Prin, juge international du paradressage FEI. Donc je vais regarder s'il m'a écrit. Donc en attendant, déjà, je vais regarder ce qui se passe avec Jérôme. Voilà, pour cette première session. Et donc nous allons entrer dans le vif du sujet et galoper à travers l'histoire en nous posant la question de la valorisation culturelle des sports équestres. Je vais passer la parole sans tarder à Hélène Dubois, donc, qui va nous présenter un aspect de l'exposition qui vient d'ouvrir, enfin qui est ouverte au château de Saumur depuis février de cette année. Donc c'est un tout petit aspect de cette exposition extraordinairement riche que certains d'entre vous ont découvert hier et que d'autres vont découvrir ce soir. Donc elle va nous parler de l'anabate, du désultor et du voltigeur. Quelle place pour le gymnaste à cheval dans les jeux antiques et modernes. Mais je vais la présenter plus précisément. Donc elle est attachée de conservation du patrimoine, en charge de la collection cheval du château-musée de Saumur, commissaire donc de cette exposition dont je viens de parler. Elle est aussi membre du Parlement européen de la culture depuis 2015 et auteure notamment de Légendaire cheval en 2011 et qui a été honorée du prix Pégase en 2012. Donc je te passe la parole pour 15 minutes précisément. Du coup, on lance. Je vais mettre les lunettes. Moi qui suis un peu haute, mais j'ai les lunettes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette journée. Et j'ai l'honneur et un peu, c'est très intimidant, je n'ai pas trop l'habitude de ce genre d'exercice. J'espère que je ne vous ferai pas fuir à bride abattue avec ce sujet un peu particulier. Présentation. Ouais, diaporama. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Mince. Je te laisse faire. Je ne suis pas très habile avec l'informatique, donc heureusement Sylvine qui sait tout faire. Oui, alors non, pas du tout. Voilà. Je ne vois pas de portable. Ah, si, pardon, caché derrière. C'est parti. Et si je fais ça, oui, ça marche, super. Anabate, désultor et voltigeur. Déjà, pour certains, quelques mots un peu barbares. On va remonter très, très loin dans le temps, jusqu'à l'origine même des jeux antiques. Alors, c'est vrai que dans cette présentation, j'ai des choix à faire, 15 minutes c'est court. Je vais occulter certaines parties qui auraient pu être développées sur la pratique de la voltige, ce qu'on appelle aujourd'hui la voltige, en Orient. Parce que ça ne rentre pas non plus tout à fait dans le cadre des jeux. Donc pour certains qui seraient frustrés de ne pas entendre parler de voltige, cosaque, etc. au cours de cette présentation, vous m'en excuserez, c'était trop compliqué d'insérer tout ça. Donc on démarre la présentation avec une première partie consacrée aux jeux antiques. Et puis on passera aux jeux modernes, parce qu'entre les deux, vous le verrez, il y a un grand vide, en fait, entre la pratique de la gymnastique à cheval dans le monde antique et celle qui est pratiquée aujourd'hui. Voilà, donc une présentation en deux parties. Pour commencer, le cavalier gymnaste dans les Jeux antiques méditerranéens. Il faut savoir qu'à la fin de l'âge du fer, l'importance des courses d'équidés est telle, courses attelées et montées, qu'elle constitue la base des jeux organisés en l'honneur des dieux ou à l'occasion de funérailles princières. Ça, c'est très important. Les courses équestres, certes, se pratiquent entre cavaliers, et notamment au sein des cavaleries, mais lorsque l'on parle de jeux, on a vraiment une dédicace aux divinités, surtout dans le bassin méditerranéen, et
occasionnellement pour de grandes funérailles princières royales. Donc le cheval est un élément majeur de l'hommage rendu aux grands, divinités ou princes et rois. On a donc un panel de jeux qui se développe à partir de la fin du 8e siècle, les jeux panhelléniques, d'abord avec Olympie, puis ensuite ça se diffuse dans tout le territoire grec, et puis aussi ensuite avec les jeux qui seront plutôt étrusques et romains, Consualia, Equiria, Ludi Apollinares, Dea Dia, il y en a de nombreux. Et toujours le cheval au centre de ces jeux. Ce que l'on oublie souvent, c'est que ce que l'on appelle aujourd'hui les Jeux olympiques, au départ, ce sont des épreuves équestres. La course, le lancer de javelot, le lancer de poids, le pugilat, s'ajoutent après. On est vraiment au départ sur plusieurs épreuves équestres très importantes au niveau de la charrerie. Les courses de chars sont les principales, mais on a également des courses de vitesse avec lancer de javelot, courses de vitesse pure, ce qu'on appellerait les jockeys aujourd'hui, ce sont des cavaliers qui n'ont pas à faire autre chose que de pousser leur cheval à pleine vitesse. Et on a ces pratiques de charrerie et de cavalerie qui sont héritées du monde oriental, d'Asie centrale et d'Orient. Donc avec ce mouvement qui s'est fait des plaines d'Asie centrale vers l'est puis vers le sud et cette remontée vers le bassin méditerranéen, là je vous parle d'un moment où on est en pleine possession de l'art de dresser et de monter les chevaux, 1500 ans avant notre ère. Le cheval est domestiqué à peu près grâce à Ludovic Orlando, on en sait un peu plus maintenant, mais on sait que la domestication avec maîtrise de l'animal pour une tâche particulière, c'est environ 2200-2300 avant notre ère. Pas pour la domestication, viande, lait, etc. Je parle vraiment de la pratique équestre. Mais il faut attendre presque 1000 ans pour que ces techniques, ces pratiques soient... il y ait ce glissement de la guerre ou du gardiennage de troupeau vers le jeu. Voilà, donc on a des épreuves importantes et très rapidement, les qualités gymniques du cavalier deviennent importantes. Et pourquoi je parle de ces qualités gymniques? Parce que forcément, quand on va aborder la voltige, on n'est pas simplement qu'un cavalier. Il faut une préparation physique autre que l'équitation. Alors, dans la plupart des courses de vitesse, bien sûr, les courses, comme la plupart des courses de vitesse, les courses avec équilibre à cheval et saut à terre sont généralement réservées à une classe d'âge particulière. Les classes des jeunes gens, qui vont de 8 à 14 ans, et les classes des éphèbes, de 18 à 21 ans. Ah, voilà, qu'est-ce qui se passe? Non, pour vous, ça marche, mais pas plus pour moi. Ouais, c'est bon. Et dans ces courses-là, on va en distinguer une particulièrement, la course d'Anabat. La course d'Anabat, c'est une course assez technique où le cavalier part d'un point donné, galope sur une certaine distance, passe une borne et au moment du passage de la borne doit sauter à terre. Malheureusement, il y a peu de descriptions et peu d'écrits, ou surtout ils ont été peu étudiés par des cavaliers. Des hellénistes cavaliers, il y en a peu, et ce serait intéressant d'ailleurs d'analyser le vocabulaire précis pour comprendre un peu mieux comment ces cavaliers sautaient à terre. Est-ce qu'ils maintenait la bride du cheval dans le bras et qu'il courait avec le cheval sur une certaine distance pour bondir à nouveau sur son dos, ou est-ce qu'un écuyer à cheval rejoignait l'animal libéré et l'attrapait pour le sortir de la piste? Il y a peu d'informations sur ces techniques-là. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une course qui est à peu près bien décrite, qui s'appelle la course de la calpée. On a toujours ce cavalier sur son cheval qui galope, qui saute à terre, mais c'est une course réservée aux juments. Bien que les juments concouraient avec les mâles dans les courses de attelés notamment, on sait qu'il y avait une course réservée uniquement pour les juments et qui était réservée à la classe d'âge des jeunes. Pour la pratique de l'anabat, il y a simplement, vous le voyez sur ce tétrobol en argent, un saut sur le côté. Alors, on n'est pas renseigné sur le mouvement. Est-ce que le cavalier prend appui sur l'encolure, lance la jambe et saute à terre ensuite court en accompagnant la monture? Est-ce qu'il passe la jambe en avant sur l'encolure, comme on peut le voir dans certaines techniques pour passer en Amazon? Là, pas d'information, parce que toute l'iconographie représente ce cavalier de côté, prêt à bondir sur le sol, prêt à sauter.
il y a peut-être aussi un temps d'équilibre sur le côté, hein, en position latérale. Alors, comme le cavalier anabate est associé au gymnaste, il concourt nu. Là, on est dans la quasi-totalité des représentations sur un cavalier totalement nu. Ce qui le différencie de l'hoplite, qui est comme les apobates, de l'hoplite qui aussi peut être un sportif dans le champ de l'hippodrome, mais qui, lui, est vraiment identifié avec sa tenue, casque, bouclier, etc. Chez l'anabate, on est vraiment sur un sportif, hein, on n'est pas sur un physique de guerrier. J'accélère, oui. Voilà, la transition par ces images, elle est importante. Vous retrouvez ce geste du saut sur le côté. On va glisser vers l'étrurie. Jusqu'à la première partie, on était vraiment concentré sur la Grèce, sur les techniques de jeu en Grèce. En Étrurie, à la même période, on est entre le 7e et le 5e siècle, se développent aussi des jeux équestres, qui ont pour particularité souvent qu'ils associent des rituels de passage de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Et là, l'épreuve vraiment majeure de ce passage, de ce rituel, c'est l'épreuve du désultor, qui est aussi un cavalier qui bondit au sol, mais surtout qui bondit sur un deuxième cheval. Donc la distinction entre l'anabate et le désultor, c'est que le désultor, en général, mène 2 chevaux. Et donc on a des sauts plus ou moins spectaculaires. Les plus spectaculaires, probablement, sont d'ailleurs les sauts pour passer d'une monture à l'autre. Et pareil, le cavalier, on le distingue bien là sur la représentation sur les monnaies. Il est lancé au galop et à un moment donné dans la course, qu'on ne précise pas, il saute sur la seconde monture et peut le faire comme ça plusieurs fois. En Grèce comme en Étrurie, ces compétitions sont réservées à une classe aristocratique. On est vraiment esclaves et affranchis ne font absolument pas partie de ces jeux-là. Ce qui va changer à l'époque romaine. Donc les Romains ont très très vite adopté toutes ces techniques équestres et notamment celle des désultors. L'Étrurie a énormément apporté à Rome. Au départ, il y a les premières études ont pensé que les Jeux olympiques, les Jeux panhelléniques avaient inspiré complètement les Jeux du cirque. Je parle de la partie équestre. Maintenant, grâce à certaines études, et notamment les études de Jean-Paul Thuillier, on sait avec quasi-certitude que ce sont principalement les gestes étrusques et les techniques venues d'Étrurie qui sont adoptées dans les Jeux du cirque. Les Romains vont ne conserver que 2 courses. La course de chars, principalement la course de quadrige, et la course de désultor. Plus aucune course de vitesse au sein du cirque, d'où l'importance de ces gymnastes qui vont ponctuer la journée des courses avec ces spectacles en fait, d'acrobatie à cheval. On a très très peu de sources écrites qui décrivent les méthodes de dressage des chevaux. Et surtout les techniques d'entraînement. Une seule représentation, une seule mosaïque présente ce qui pourrait être une séance d'entraînement de désultor. On voit 3 cavaliers en position d'équilibre et un 4e avec sa baguette qui mène l'ensemble, peut-être un maître d'équitation. Cette mosaïque, elle est au Palais Farnèse, à l'ambassade de France en Italie. Elle vient d'être restaurée, elle est assez inédite. On a la chance d'avoir eu les images de M. Tomassini, et je l'en remercie, qui nous a permis de les diffuser. Vous voyez là des cavaliers qui sont alors dans la position qu'on reconnaît, que vous avez vue avant, d'équilibre latéral avant le saut, mais également des équilibres debout, avec des gestes de saut, probablement avec appui sur la croupe, notamment. Et là, l'apparition d'un surfait, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc là, on a une sorte de professionnalisation de ces cavaliers qui ont une spécificité axée sur l'acrobatie à cheval. Deuxième temps, puisqu'il faut aller vite, bien sûr avec l'Empire romain, la disparition de l'Empire romain et puis ensuite Byzance aussi qui a conservé certains jeux du cirque mais qui perd de son influence, les courses à l'intérieur d'hippodromes et de cirques sont quasiment plus présentes à la fin du IXe siècle.
Par contre, on a des courses de village où les acrobaties peuvent être perpétuées et surtout les arts du cirque qui excluent au départ le cheval, mais qui au fur et à mesure, tout au cours du Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, vont ponctuer des grandes fêtes patronales notamment. Mais on a très peu d'informations sur la pratique de cette voltige, de cette acrobatie. Et alors au sein de l'armée, disparition complète. Vous avez en Occident une cavalerie lourde qui favorise le choc, qui se garnit de caparaçons, bardes, etc. Donc le cavalier n'a plus possibilité de sauter à terre, remonter sur son cheval, comme toutes les techniques de guerre et de cavalerie légère, où on ne se battait pas forcément à cheval, mais on devait sauter à terre, se battre, remonter sur sa monture. Donc pendant toute la période du Moyen-Âge, en Occident, la gymnastique à cheval n'est plus pratiquée. Elle est complètement absente des tournois et des joutes. Il faut attendre la seconde moitié du XVIe siècle pour à nouveau voir pratiquer une acrobatie de cour qui se développe à côté du travail académique à cheval. Elle part d'Italie, elle se développe en Allemagne, en Angleterre et en France de façon à peu près égale. Et à ce moment-là, on voit aussi apparaître ce qu'on appelle la volte. Alors la volte, ce n'est pas la volte que l'on fait quand on est à cheval et qu'on tourne rond. La volte, c'est l'ancêtre du cheval d'arçon. Donc ce faux cheval en bois sur pied va permettre toute une chorégraphie qui est pratiquée par la noblesse principalement dans les académies équestres, mais aussi à l'extérieur. Et c'est la naissance de la gymnastique qui va donner aujourd'hui le saut au cheval, le cheval d'arçon et même les barres parallèles, etc. C'est-à-dire qu'on est sur de la pratique gymnique en se passant de l'animal vivant. Ceci dit, ça va faire renaître cette envie de pratiquer à nouveau de la voltige à cheval. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la voltige gagne l'espace public. On a cette pratique de cours avec le cheval d'arçon et en parallèle la naissance des grands cirques équestres, en extérieur d'abord et ensuite en milieu clos, puisque très rapidement, pour attirer la foule et pouvoir avoir certains subsides, il faut enfermer le spectacle dans un lieu qui sera le chapiteau et le cirque que l'on connaît aujourd'hui. En France, il faut attendre le début du XIXe siècle pour voir à nouveau la voltige intégrée à la formation de cavalerie. Et on doit cette intégration principalement au colonel Braque, qui mène le 4e régiment de cavalerie, des hussards entre 1832 et 1838, et qui a l'intelligence d'envoyer les meilleurs éléments de sa cavalerie vers des professionnels de la gymnastique et du cirque. Et là, on a un témoignage assez intéressant où on voit que Braque a envoyé certains professeurs chez Franconi, grand meneur de chevaux au sein du cirque, pour ramener des savoirs et pouvoir à nouveau mettre en place des techniques de voltige au sein de la cavalerie. Voilà la voltige au régiment. Assez plaisant. Vous voyez quelques figures que l'on va retrouver aujourd'hui. 6 figures imposées des programmes pas olympiques, voilà un lapsus révélateur, des programmes de voltige en championnat sont des figures qui sont nées à ce moment-là et qui ont été conservées. Donc des figures pratiquées par l'armée. La voltige a été inscrite par le CIO en 1896 comme les 3 autres épreuves équestres, mais supprimée du programme. On a un texte de Coubertin qui indique que malheureusement la Grèce n'avait ni les chevaux, ni les infrastructures, ni les moyens pour créer les conditions pour des épreuves équestres en 1896. Le CSO, puis ensuite le complet et le dressage vont être intégrés à quasiment tous les Jeux olympiques. La voltige, une seule fois, en 1920. C'est un essai qui n'a pas été fructueux. On a eu à ce moment-là des épreuves présentées au pas, au trot, au galop, à terre et puis accru comme en selle, mais avec, si vous voulez, uniquement la participation de militaires. Ça n'était absolument pas ouvert au commun des mortels et aux non-montés, comme on dit à ce moment-là. Donc, un essai qui n'a pas convaincu, et probablement parce que Coubertin était très favorable à l'ouverture de tous les sports
à un public non militaire et qu'il y a eu une sorte de crispation des militaires à ce moment-là qui ont voulu conserver cette prérogative de certaines disciplines qui n'étaient menées que par eux. Et il y a aussi, dans les mémoires de Coubertin, des textes assez parlants où il regrette fortement cette crispation des milieux équestres militaires et ce refus de l'ouverture aux civils. Donc tout à l'heure, on a eu cette information bien plus pointue que ce que j'indique là sur la création de la Fédération équestre internationale en 1921. 3 disciplines au départ, et il faut attendre un certain temps pour que la voltige soit inscrite. Hein. Et par contre, on est vraiment là maintenant sur de la voltige en cercle, extrêmement encadrée, des figures imposées. Il y en a 6 qui sont héritées des techniques militaires, et puis le programme libre qui devient beaucoup plus artistique. Donc aujourd'hui, grâce aux Jeux équestres mondiaux, la voltige est quand même assez bien représentée. Elle fait partie des Jeux équestres depuis le départ. Et depuis quelques années, nous avons des voltigeurs qui militent pour la réintégration de cette discipline au sein des Jeux olympiques. Et notamment Lambert Leclésio, grand champion, qui a fait une démonstration afin que, au moins, la discipline de la voltige soit intégrée aux Jeux de la jeunesse, les prochains étant à Dakar en 2026, qui vont peut-être servir de test avec un espoir des voltigeurs de voir un jour la voltige réintégrée aux Jeux olympiques. Conclusion, sur cet espoir de voir cette voltige, vous voyez qu'on est parti d'une voltige assez ciblée sur de la jeunesse dans le monde antique, formation au départ de cavaliers de cavalerie, vers ensuite une échappée vers le cirque, vers l'acrobatie ludique, pour un retour au sein de l'armée au XIXe siècle, avec une reconnaissance de l'utilité de cette pratique de la gymnastique à cheval pour se sortir de situations un peu délicates, et peut-être ce carcan que l'armée a imposé à la voltige, qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à sortir de cela, malgré que les pratiquants soient quasiment tous des civils, mais où on a aussi une voltige qui a glissé vers l'esthétisme, plus que, alors que c'est très très sportif, mais il y a ce côté artistique qui est très très marqué et qui peut-être aussi donne un frein à ce que ce soit une discipline purement olympique. Voilà, je vous remercie. Désolée si j'ai un peu dépassé, j'avais promis les 15 minutes. C'est tout à fait raisonnable comme dépassement de temps. Merci Hélène d'ouvrir un très vaste champ de recherche et sans doute de multiples questions et qui fait des liens avec l'exposé qui suit. Alors donc, le colonel Jérôme Arnaud Deslions va nous parler des sports équestres à la conquête des Jeux et à la valorisation culturelle. Moi, cette question de la valorisation culturelle, ça m'interroge et j'aimerais bien qu'on intervienne à la fin pour faire un petit peu la synthèse sur les 3 exposés. Alors, je dois présenter donc le colonel Jérôme Arnaud Deslions, qui est vétérinaire en chef, responsable vétérinaire du ministère des Armées pour la région Île-de-France. Et vous avez fondé le musée du cheval militaire à Fontainebleau, qui a ouvert en 2021, si mes informations sont bonnes. Il y a des salles qui sont ouvertes depuis plus longtemps. Et qui n'a cessé de s'enrichir. Mais je vous invite à... Bonjour à tous, je vous remercie pour cette introduction et je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Donc je vais vous parler rapidement des sports équestres à la conquête des Jeux et de leur valorisation culturelle. Là, oui, je me rapproche du micro. Donc les sports équestres à la conquête des Jeux et leur valorisation culturelle. Alors tout d'abord, ces sports, c'est une aventure qui commence par évidemment une histoire. Alors je vais reprendre des petites choses qui ont déjà été dites, mais en précisant certains éléments. On évoquait l'entrée des sports équestres dans les Jeux olympiques précédemment. Donc l'entrée se fait en 1900
et je qualifierais ça un petit peu d'une heureuse coïncidence, puisque, comme ça a été dit, en 1896, on n'a pas d'épreuve équestre à Athènes. Les Jeux olympiques de Paris en 1900 vont être jumelés à l'exposition universelle. Et même si l'exposition universelle leur a fait ombrage, ça va être un petit peu une chance pour les sports équestres, puisqu'il va être admis que les activités ou les compétitions sportives de l'exposition universelle tiennent jeu de Jeux olympiques. Et c'est ainsi que les épreuves équestres vont être intégrées aux Jeux olympiques en 1900 à l'occasion de cette exposition. Ça permet l'entrée dans l'arène olympique, concrètement. Alors, c'est des épreuves assez atypiques pour une première fois. Elles sont balbutiantes. Là, vous avez l'affiche qui présentait ces concours hippiques. Ça se passait place de Breteuil à Paris. Des épreuves d'obstacles, c'est le saut d'obstacles qui va perdurer, c'est la seule épreuve qui va perdurer. Des concours de chevaux de selle, un championnat de saut en largeur, on peut se demander ce que c'est en fait un saut en longueur, un concours d'attelage à 4 et un championnat du saut en hauteur. Donc c'est des épreuves qui sont un peu à la mode du temps du début du XXe siècle. On distingue des épreuves sportives et puis des épreuves qui relèvent plus du concours de modèles et allures, qui d'ailleurs, je ne rentrerai pas dans le débat des spécialistes, pour certains n'ont pas fait partie des épreuves retenues par le Comité international olympique comme des épreuves olympiques. Ce sont par nature, à part le saut d'obstacle, des épreuves qui vont être éphémères, à l'exception du saut d'obstacle, et qu'on ne reverra jamais dans les prochaines Olympiades. L'Olympiade importante après qui fait date pour les sports équestres, c'est les Jeux olympiques de 1912, puisque après deux Olympiades en 1904 et 1908 sans sports équestres, on a un véritable retour des sports équestres. Et là, on peut dire que les épreuves sont repensées et elles sont présentées de manière à devenir pérennes, avec les 3 grandes disciplines équestres, le concours du cheval d'armes qui va devenir le concours complet, d'équitation par la suite, le dressage et le saut d'obstacle. On peut dire, voilà, les sports équestres font, à partir de 1912, partie de la famille olympique. Alors après, je vais aller très vite, je ne vais pas refaire Olympiade par Olympiade. Donc, quels sont les moments importants? La première moitié du XXe siècle, on en entendait parler tout à l'heure, les militaires sont omniprésents. C'est-à-dire qu'à part en 1900 quasiment dans toutes les Olympiades jusqu'en 1936, il n'y aura, toutes nations confondues, que des concurrents militaires. Et je vais même plus loin, ils sont militaires, mais la plupart du temps, ils sont officiers. C'est 2 conditions qui font que c'est un public qui est quand même large, puisque toutes les armées sont montées, il y a énormément de cavaliers qui font de la compétition pour l'entraînement, mais c'est un accès qui est limité pour les civils. Et c'est à la suite de la Deuxième Guerre mondiale où on a à la fois une transformation d'utilisation du cheval dans les armées, puisqu'on va réduire l'emploi du cheval au combat, mais aussi on va avoir une ouverture de ces compétitions au sens large, les compétitions olympiques, aux civils, avec une passation progressive du flambeau qui va se faire des militaires aux civils. Là, une petite photo un peu symbolique, puisqu'on voit à droite Jean d'Orgex, le premier cavalier français médaillé aux Jeux Olympiques en 1948, et médaille de bronze en saut d'obstacle. Alors l'histoire est lancée, après, elle continue son chemin. J'ai mis juste quelques images pour illustrer. Vous voyez, encore en 1948, même si on a les premiers cavaliers civils avec Jean d'Orgex et Pierre-Jean Cardoriola, Pierre-Jean Cardoriola ne participera pas, mais il était dans l'équipe. Le reste sont essentiellement militaires et progressivement, on va voir la composition et la répartition des cavaliers civils devenir de plus en plus importante. En premier dans le saut d'obstacle, et là je crois que ce sera difficile de revenir en arrière pour des tas de raisons que je ne développerai pas, mais notamment la valeur des chevaux aujourd'hui, qui sont hors de prix pour les campagnes de remonte militaire. Les militaires restant quand même assez présents dans leur discipline d'origine et de vocation, le concours complet. Et on peut regretter aujourd'hui, le dernier podium de 2016 avec le lieutenant-colonel Valette, qu'on ne les voit plus en uniforme. Ça, c'est depuis 2008 où le règlement olympique interdit le port des uniformes pour les épreuves.
Alors, après cette histoire, il y a un patrimoine autour de cette histoire et de tout ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Donc ce patrimoine, il est à la fois matériel et immatériel. Donc matériel, c'est simple, c'est tous les objets qui ont participé à la construction de cette histoire équestre olympique. Et immatériel, c'est les témoignages, les connaissances, les expériences, tout ce que cette aventure olympique équestre a pu amener à l'équitation française. Donc c'est un des objectifs que s'est fixé le musée du cheval militaire, c'est de pouvoir recueillir et sauvegarder ces patrimoines matériels et immatériels, avec des collections qui sont en plein essor aujourd'hui, plus de 5300 objets, un projet culturel d'envergure, puisque ça consiste à vouloir installer les collections, non pas à l'intérieur du manège Sénarmont, mais sur les côtés, puisque le manège Sénarmont, il a été construit par Napoléon pour l'école spéciale militaire, qui est l'école de Saint-Cyr aujourd'hui. Et c'est le premier manège construit en France avec des écuries latérales sur les bords du manège. Et ces écuries sont surmontées d'un étage dans lequel on a tout un espace qui pourrait être consacré à ces collections. Et alors concrètement, comment ça se formalise aujourd'hui ? Eh bien, en collaboration étroite avec le musée de la cavalerie de Saumur, on a monté un projet qui devient une réalité pour une exposition sur l'histoire des épreuves équestres aux Jeux Olympiques pour la France. Voilà, cette exposition va s'appeler Podium équestre. Elle va être présente à Fontainebleau, du 31 mai au 10 août, puis à Saumur, au musée de la cavalerie, du 2 septembre au 11 novembre. Et va mettre en valeur tous les côtés, en tout cas, on essaiera d'être assez exhaustif, de l'équitation française et des grands cavaliers dans ces deux villes du cheval, et notamment la valorisation des militaires et des cavaliers civils, évidemment. Alors, on parlera des trois grandes disciplines, le CSO, le dressage, le concours complet, les disciplines éphémères dont la voltige, on a entendu parler tout à l'heure, voilà, ça fera partie des objets évoqués, le pentathlon qui n'est pas éphémère, mais pour lequel on puisse regretter qu'aujourd'hui, on avance vers la dernière version où le pentathlon rime avec équitation, c'est pour ces JO 2024. L'organisation, le soutien, ceux qui sont souvent oubliés, et puis surtout les champions à quatre pattes, sans qui tout ça n'existerait pas. Donc là, j'ai mis deux photos en souvenir de deux champions olympiques, la militaire, à gauche Ali Baba, champion olympique en saut d'obstacle en 1952, et Pitou, à droite, champion olympique à Mexico en concours complet. Donc rendez-vous à Fontainebleau et à Saumur, j'ai remis les dates, pour que cette année olympique soit aussi une année équestre. Je vous remercie de votre attention. Merci Jérôme pour cette maîtrise du temps magnifique et un exposé extrêmement vaste. Alors nous allons maintenant introduire la question très importante du paralympisme équestre avec des mots choisis, des mots ciselés pour préciser la perspective, donc par Anne Prin, de l'intégration à la valorisation, c'est-à-dire de 1996 à nos jours. Alors Anne Prin, elle est présentée dans le programme comme juge internationale de paradressage, mais elle est beaucoup d'autres choses. Elle est juge de dressage depuis 44 ans et internationale dressage et paradressage depuis une vingtaine d'années. Et elle s'est particulièrement investie dans le paradressage depuis 2000 et elle en a jugé tous les championnats, ainsi que les 4 derniers paralympiques. Et dernière précision, et non des moindres, elle présidera le paradressage aux Jeux de Paris cette année. Je vous donne la parole. Merci beaucoup pour cette présentation élogieuse.
Le paradressage est effectivement assez méconnu. Donc c'est intéressant. Merci de m'avoir donné la possibilité de le présenter. Voilà, je vais faire une introduction au paradressage pour vous présenter un petit peu le type de cavalier, le type d'épreuve, les origines assez rapidement si possible, et puis ensuite l'intégration dans les compétitions, les instances officielles, donc cette intégration qui a permis de développer la discipline, donc qui fait partie des conséquences, et puis de l'intégration à la valorisation, comment est-ce qu'on est arrivé à valoriser le paradressage, qui est devenu la 8e discipline de la FEI et qui est maintenant sous l'égide de la Fédération équestre française en ce qui concerne la France. Alors non, c'est pas ça. Voilà. Alors, quand on dit paradressage, ça veut dire parallèle. C'est une discipline qui est parallèle au dressage et qui va permettre à tout cavalier qui a des déficiences motrices ou visuelles, il n'y a pas de handicapés mentaux dans ces compétitions, de concourir face à d'autres cavaliers qui présentent le même profil de handicap. Les cavaliers sont classés selon des profils et ils sont classés selon leur physique, ce n'est pas selon leur capacité à cheval, c'est une visite médicale à pied. Ils sont répartis dans 5 grades donc, de handicap différents. Et le jugement se fait selon leur capacité, leur habileté équestre. On ne juge que le cheval. Effectivement, les handicaps sont vraiment très très variables. Et ils sont utilisés à utiliser des aides pour compenser leur handicap, des cravages pour ceux qui n'ont pas de jambes ou qui sont paralysés, des velcro pour les aider à tenir, sans que ce soit non sécurisé. Même si on les attache avec des velcro, il faut qu'ils puissent tomber si le cheval tombe. Il y a donc 5 grades, donc 5 niveaux de compétition. Dans chaque grade, il y a 3 niveaux de compétition, des tests individuels par équipe et des reprises en musique. Les grades 1, ce sont les plus handicapés. Ils vont ne concourir qu'au pas. Donc si on a une épreuve avec 25 concurrents, on va passer une après-midi à juger que du pas. Voilà. Et ils vont concourir sur des rectangles de 20-40. Les grades 2 peuvent trotter un petit peu sur des grandes courbes. Les grades 3 peuvent trotter aussi sur des courbes plus serrées, avec des sessions à la jambe, des demi-tours autour des hanches, donc des mouvements un petit peu plus serrés. Et pour ceux qui peuvent galoper, ils pourront présenter des figures au galop uniquement dans les reprises en musique. Voilà. Et ces 3 grades, donc les personnes les plus handicapées travaillent sur des rectangles de 20/40. Les grades 4 et 5 donc, vont présenter des reprises au pas, au trot et au galop, avec des épaules en dedans, du rassemblé, sachant que le grade 5, on est sur les meilleurs du grade 5 sont sur du niveau petit tour, Saint-Georges, voire un terrain. Ils sont capables de faire des demi-tours, des changements de pied rapprochés. Il y a des appuyés et puis ils peuvent faire des changements de pied rapprochés dans les reprises en musique. Les origines, je ne suis pas une spécialiste du tout de l'histoire, mais l'origine, c'est l'équithérapie, l'équitation thérapeutique. On retrouve dans la Grèce antique, on mettait des cavaliers blessés sur des chevaux pour aider à leur rétablissement. Ça s'est fait aussi pendant les grandes guerres. Voilà. Et de nombreux écrits se succèdent sur cette équitation thérapeutique. L'événement majeur pour une expérience officielle, c'est 1952, donc ça vient quand même assez tard. C'est une jeune Danoise, Lise Hartel, qui était atteinte de poliomyélite et qui était paralysée sur une certaine partie de son corps. Elle arrive à remporter la médaille d'argent en dressage aux Jeux Olympiques d'Helsinki, et grâce à une pratique équestre intensive. Et sa kiné, qui l'a aidée à travailler très très dur, a ensuite développé le paradressage dans les pays scandinaves. L'intégration dans les compétitions, donc les premiers Jeux paralympiques se tiennent à Rome en 1960. Il n'y avait pas l'équitation quand ça a commencé. Ce n'est qu'en 1996, donc à Atlanta, que l'équitation y est présente pour la première fois. Il y a 16 nations qui sont représentées, 61 cavaliers, et qui concourent à cette époque-là sur des chevaux prêtés. Donc les gens pouvaient voyager, et il y avait un organisateur qui était chargé de trouver des chevaux pour ces cavaliers.
Donc cet événement a été primordial, qui a permis de structurer la discipline par l'établissement de règlements, des manuels de classification. Il a fallu classifier les cavaliers de façon assez précise, et puis d'écrire des reprises de dressage de plus en plus fines et adaptées aux différents grades. Après, en 2003, c'était les 5e championnats du monde, mais les premiers avec l'utilisation de chevaux personnels. Donc là, à partir de cette date, les Jeux olympiques d'Athènes qui ont suivi étaient avec des chevaux personnels. Et en 2010, le paradressage est inclus pour la première fois dans les Jeux équestres mondiaux. Alors, l'intégration dans des instances officielles, c'est vrai que l'équitation de paradressage s'est développée surtout grâce à des associations qui sont mises en place dans les années 60 en Norvège, au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Il y a des concours internationaux qui se sont développés, mais ça restait sous des l'égide d'associations. Petit à petit, ça a été pris en charge par des instances réellement officielles. Donc le Comité international paralympique est fondé en 1989 et le Comité international paraéquestre, lui, est créé en 1991 pour construire et gérer le sport paraéquestre. Alors j'ai mis la photo de Jonquil Salt, qui est une Anglaise qui était déterminante dans le développement du paradressage. Elle a voyagé dans le monde entier pour développer le paradressage, et c'est elle qui a concouru à la formation des officiels, au montage des règlements et des reprises. La discipline a été reprise donc, par la FEI en 2006. Donc l'IPEC rejoint la FEI et devient la 8e discipline, incluant le paradressage comme discipline paralympique. Et il y a le para-attelage, mais qui ne participe qu'au championnat du monde, qui n'est pas une discipline paralympique. En 2017, la Fédération équestre française obtient la délégation du ministère pour gérer le paradressage, donc sous la coupe auparavant de la Fédération française d'handisport. C'est important, cette intégration dans les instances officielles, puisque on a la formation des officiels qui est organisée. On peut voir qu'en 2002, on comptait donc cette formation qui s'est développée à partir de 1991. En 2002, on comptait 250 officiels accrédités. Et petit à petit, ça s'est spécialisé. On n'en a plus que 2014 en 2018, avec 135 juges, 57 stewards et 22 classifieurs, donc qui classifient par grade. Et actuellement, on n'en a plus que 173. Et les juges sont passés de 135 à 52. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop de juges qui ne jugeaient pratiquement pas. Et donc il n'y en a plus que 52 qui vraiment jugent, et même à haut niveau. Des stewards, on a besoin de plus en plus de stewards pour contrôler les aides, les détentes, et puis les aides auxquelles ont droit les cavaliers. Et les classifieurs, sont restés aussi nombreux. Et l'accroissement du nombre et du niveau des athlètes, surtout du niveau des athlètes, à Atlanta, le pourcentage obtenu par les 6 meilleurs cavaliers était inférieur à 62%. À Sydney, 4 ans plus tard, il atteint 66% et il dépasse 70% à Athènes. Donc vraiment, le niveau des athlètes, grâce à la formation des juges et puis des entraîneurs également, voilà. Il y a eu un meilleur encadrement. Donc, grâce à cette intégration, on a eu un meilleur encadrement et des financements qui ont permis de financer des séminaires pour les entraîneurs, organisés donc par l'IPEC d'une part et par la Belgique, puisque Andy Tieren, qui est responsable du club des entraîneurs, présidente du club des entraîneurs, en organise régulièrement. En France, donc, des conventions ont été signées avec la garde républicaine et l'IFCE pour la mise à disposition de chevaux et l'entraînement des cavaliers.
Donc ça a énormément aidé les cavaliers. En 2007, l'association Handier qui compète a été créée pour développer et dynamiser la discipline. En finançant les cavaliers, il y a eu des conventions avec la CNP qui a donné 100 000 € par an. Donc ça a été assez incroyable. Les entraînements, les sorties en concours et puis une communication forte. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé à juger en 2000 et quand je jugeais des concours internationaux, les Français à cette époque-là étaient tout seuls. Il y avait éventuellement un entraîneur qui venait les aider, mais la plupart du temps ils étaient tout seuls, ils étaient démunis, il y en avait un, il y en avait deux. Et là maintenant on a une équipe qui est vraiment encadrée sous l'égide de la fédération et on est arrivé grâce à ça à avoir des statuts de sportifs de haut niveau qui les aident à avoir des jours pour pouvoir travailler, des heures pour pouvoir travailler, des financements, une sponsorisation. Et très important au niveau de la valorisation, c'est que cette discipline est de plus en plus reconnue par le monde du dressage. L'année dernière, en 2023, on a eu simultanément les championnats d'Europe de dressage et de paradressage. On était vraiment regroupés au même endroit. On pouvait aller voir le dressage, les cavaliers de dressage venaient voir le paradressage. Et puis, grâce à cette intégration, cette valorisation des cavaliers, on a réussi à avoir 2 médailles d'argent pour la première fois depuis très très longtemps. Donc à ces championnats d'Europe, c'est Chiara Zenatti qui est à gauche, qu'on verra cet après-midi. Et puis, ce qui est important aussi, c'est la possibilité de donner aux cavaliers de paradressage de monter dans les épreuves de dressage avec leurs adaptations. Voilà. Et j'ai sauté, je vois, fin 2023, a été signée une convention entre la Fédération équestre française et la Fédération de la maroquinerie pour soutenir les cavaliers de paradressage en vue de Paris 2024 et en vue de développer la discipline. Voilà, donc il y a tout un monde qui s'est installé autour de cette discipline, sachant, et la discipline a vraiment évolué, c'est devenu vraiment du dressage, comme vous avez pu voir sur les premières photos où les chevaux sont en main, où on juge selon l'échelle d'entraînement et on juge du dressage et voilà, et ça apporte énormément d'émotions. J'ai eu la chance de juger mes premiers jeux en 2008 à Hong Kong et j'ai commencé à juger la reprise en musique et c'était absolument extraordinaire. Je commençais à pleurer et je donnais mes notes 8, 9, 8, 9 et je pleurais de plus en plus et à la fin je donnais 8, 9, 9, 9 et je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. J'ai pleuré pendant une demi-heure tellement c'était beau, tellement c'était fantastique, quoi. Donc quand on voit ces cavaliers, notamment on a Bettina qui est une cavalière allemande qui monte sans bras, hein, donc qui dirige son cheval avec les rênes de filet attachées aux pieds et ses rênes de bride dans la bouche, et qui a été médaille d'argent, je crois, au championnat d'Europe en 2005. C'est extraordinaire, quoi. Vous regardez le cheval et pour faire du pas allongé, elle va lâcher les rênes, le cheval descend, fait sa diagonale au pas allongé, elle se penche à la fin, elle rattrape les rênes dans la bouche, le cheval remonte et puis ensuite elle prépare son départ au galop et elle part au galop et le cheval est en place. C'est à pleurer, c'est extraordinaire. Beaucoup d'émotions, donc je vous encourage à aller voir ces épreuves qui sont absolument superbes. Merci beaucoup. Bouleversant. Et je pense à Maurice Deveau aujourd'hui qui était donc officier des haras et qui officiait à Paris, au centre, et qui avait pour habitude de dire « l'hippisme est un humanisme ». Alors vous avez, merci à tous les trois qui ont vraiment présenté des synthèses audacieuses, parce que couvrant des périodes plus ou moins longues, avec des références plus ou moins connues. Enfin, en tout cas, pour chacun, on sent bien que c'était une grande aventure. Et
j'adresserai, avant de passer la parole au public, pour vous donner le temps de fomenter quelques questions, je poserai une question à Anne Prin. Dans quelle mesure peut-on parler de professionnalisation? Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, à quand une grande exposition sur le paralympisme? Professionnalisation, il y a des cavaliers de paradressage qui sont professionnels et qui enseignent l'équitation. Très bien. Alors, et j'allais dire à tout niveau, même ceux qui sont très handicapés, ils ont un savoir-faire et une communication avec le cheval qui est très particulière. C'est ça qui est assez fantastique dans le paradressage, c'est la complicité avec le cheval. Le plus difficile, c'est d'arriver, effectivement, je dégraisse, pas plus trop dans le professionnalisme. Le plus difficile, c'est d'arriver à trouver, et je crois que sur le dressage, c'est pareil, à faire communion avec son cheval, avoir cette complicité où il y a une vraie communication. Alors, d'autant plus avec des cavaliers qui sont handicapés ou qui sont paralysés et qui ne peuvent pas se permettre de tomber par terre régulièrement. Mais j'allais dire, pour faire une reprise au pas, et pour que le cheval marche, emmène son cavalier, marche vraiment, emmène son cavalier sans l'emmener au trot ni au galop, il faut vraiment qu'il y ait une vraie communication et que le cheval sache ce qui se passe, quoi. Et voilà. Après, quant à l'exposition, j'en ai aucune idée parce que je suis absolument pas dans ce style de... Vous pourriez faire équipe et on pourrait peut-être... Non, pour l'instant, on va se contenter de faire circuler le micro. Est-ce que vous voulez réagir l'une et l'autre? Parce qu'effectivement, monter des expositions, c'est une bonne manière de mettre en valeur le patrimoine, les différentes formes de patrimoine, sur les aspects matériels ou immatériels. La question de l'équipement, hein, dans vos trois exposés, est un thème aussi transversal. Et vous pourriez tous les trois imaginer de faire équipe sur un projet d'exposition, qui sait? Est-ce que vous voulez réagir? C'est vrai que sur des collections de patrimoine telles que les collections du musée de Saumur, du château, on est sur de l'objet beaucoup plus ancien. Malheureusement, déjà pour qu'on patrimonialise un objet lié au paradressage, il faudrait considérer que c'est déjà un objet qui ne sert plus. Et qui est, alors, ça peut être une exposition sportive actuelle, mais peut-être que dans un musée, c'est quelque chose à imaginer. Au sein de l'armée, je ne suis pas sûre qu'il y ait quoi que ce soit comme outil et objet qui soit en lien avec cette problématique. Nous avons un étrier pour jambes de bois au château de Saumur. Comme quoi, vous voyez, il y avait quand même une adaptation. Le cheval ayant été le seul moyen de transport, forcément, un cavalier avec un physique différent d'un physique avec deux jambes, deux bras, devait aussi se déplacer et utiliser parfois des objets adaptés. Donc de l'objet adapté, nous en avons. Mais lié à ce paradressage, là, ce serait un peu plus délicat. Enfin, voilà. Ceci dit, travailler sur l'objet adapté à une particularité, oui, ça peut être intéressant parce qu'on en trouve non seulement sur les problématiques physiques, mais pour aussi des usages très particuliers du cheval. Alors, en matière d'exposition, moi, simplement, je voulais dire que pour notre exposition Podium équestre, le paralympisme sera abordé brièvement, mais on a échangé avec Anne Prin, mais il y a un panneau qui est prévu. Voilà, donc on sera content d'en parler. Ça fera partie d'un certain nombre de thèmes qu'on ne voulait pas oublier, même s'il y a les trois grands piliers, mais voilà. Tout ce qui se passe autour du cheval aux Jeux Olympiques, on essaye d'être assez exhaustif. Pour revenir sur la partie militaire,
on se sent malgré tout de plus en plus concerné au niveau militaire, même si historiquement il n'y a pas beaucoup d'objets, hein, puisque aujourd'hui il y a une mission en matière d'équithérapie pour les blessés militaires. Et donc c'est une thématique qui est vraiment d'actualité pour nous, hein, les blessés de toutes sortes, physiques ou mentaux. Et le cheval et l'équithérapie sont de plus en plus intégrés dans la reconstruction de ces blessés. Et c'est de plus en plus apprécié. Première question de la salle. Vous voulez bien passer le micro? Il y a une question. Vous êtes le deuxième intervenant. Ça marche jamais quand on veut cet objet-là. Oui, il faut parler fort. C'est pas vraiment une question, c'est une réponse à ta question, Bernadette, quant à la professionnalisation. Par rapport à l'expérience de l'accueil de cavaliers de paradressage à l'IFCE, je pense qu'il y a deux choses qui se professionnalisent. C'est déjà, comme l'a dit Anne, l'encadrement autour de l'accompagnement à la performance autour de ces cavaliers, qui a vraiment progressé et qu'on peut qualifier de vraiment professionnel aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, l'exemple de Chiara Zenati, qui est non seulement affiliée à l'IFCE pour la pratique sportive, mais qui est également en formation professionnelle. Donc, elle va être enseignante d'équitation, mais pas para spécialement. Elle enseignera l'équitation de manière professionnelle, si elle le souhaite, et puis si son parcours professionnel l'emmène ailleurs, pas de souci. Merci. Merci, madame. Je voulais apporter une précision. Il a été évoqué Lise Artel tout à l'heure, qui a gagné la médaille d'argent à Helsinki en 1952. Mais on peut ajouter qu'elle a été également médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Stockholm. Alors, à la suite de la poliomyélite, elle était paralysée au-dessous des genoux. Il fallait donc la hisser sur son cheval. Et pour monter sur le podium, elle a été aidée par le colonel Jousseaume et le commandant Saint-Cyr. Le commandant Saint-Cyr était médaille d'or et le colonel Jousseaume était médaille de bronze. Et alors, il y a eu une observation qui mérite d'être faite. C'est que la selle de Lise Artel était une selle anglaise classique, alors qu'à l'heure actuelle, les cavaliers dits non handicapés disposent de gros bourrelets devant les cuisses pour éviter, excusez-moi, de taper du cul. Donc, ça veut dire que l'assiette est figée de façon artificielle ou stabilisée de façon artificielle. Et la semelle des étriers était des étriers normaux pour les artères, alors que maintenant, on ajoute des pointes pour éviter de perdre les étriers. Bon, je ne sais pas si c'est un progrès, mais c'est un changement, on va dire. Oui, tout à fait. Alors, je ne connaissais pas... Déjà, j'avais qu'un quart d'heure pour présenter, donc je ne pouvais pas m'appesantir. Je savais effectivement qu'elle était paralysée en dessous du genou et qu'elle avait des moyens tout à fait normaux et qu'elle a travaillé énormément. Et c'est vrai que peut-être certains de nos cavaliers devraient travailler énormément aussi. Première femme médaillée olympique, tout à fait. Ouais, ouais. Je crois qu'on a une autre question. Bon, bonjour, donc François Marchand, IFCE. Je voudrais réagir sur deux choses. La première, je crois que pour répondre un petit peu à... Enfin, partager quelque chose par rapport à la valorisation culturelle, hein, Bernadette, vous parliez de ça. Je crois qu'il y a trois enjeux, un enjeu de mémoire, de protection et d'influence, qu'on a vu de manière admirable traiter aujourd'hui. Influence dans le sens où comprendre, savoir innover sans mémoire, on ne sait pas qu'on innove. Donc déjà, le patrimoine culturel va influencer notre société, va aussi probablement nous fédérer autour de ce qui fait commun. Parce que Daniel Roche l'exprimait, hein, le cheval c'est un fait historique total,
c'est-à-dire qu'il est partout. Vous le connaissez très bien, ce sujet-là. Voilà, mais moi, ce qui me semble important, c'est que pour découvrir l'équitation depuis 3 ans, c'est en quoi ça permet de vraiment interroger un modèle de société. Puisque Florence l'a indiqué tout à l'heure, mais le paradressage, par exemple, fait appel à ces rider coach qui vont préparer le cheval avant que les grades 1, 2, 3 montent sur le cheval. Donc il y a vraiment encore une autre couche de relation, en plus de celle avec le cheval, etc. Donc ça raconte énormément de récits. Et je pense que ça peut être apprenant pour les gens. Et enfin, le deuxième partage, c'est autour de cette exposition sur le paralympisme, et peut-être sur le paradressage, par exemple. Faut appeler Marie-Grace au Musée national du sport. Et je pense qu'il y a une vraie idée à faire pour présenter ne serait-ce qu'une expo temporaire sur le sujet au Musée national du sport. Pourquoi pas? Peut-être que l'IFCE pourrait aussi proposer quelque chose, parce que si on est en lien avec un réseau musée cheval aussi, pourquoi pas. Mais je ne sais pas s'il faut aussi tout de suite les mettre dans la case musée, patrimoine. C'est encore quelque chose de très vivant et en pleine construction. Donc voilà. Et puis, ce qui peut-être aussi serait gênant, c'est de toujours isoler le paralympisme de l'équitation classique. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait une exposition que sur le paralympisme? Et pourquoi pas faire très intelligemment plutôt ce propose M. Arnaud Deslions, de présenter des choses en rapport avec la problématique d'une autre équitation dans une exposition sur l'équitation. Voilà. Mais les isoler encore et leur consacrer une exposition en particulier, je ne sais pas. Effectivement, comme vous dites, les rider coach, en fait, c'est les entraîneurs ont la possibilité de monter les chevaux des grades 1, 2 et 3, donc les plus paralysés, pendant 30 minutes avant l'épreuve, en laissant 15 minutes pour le cavalier. Donc, ce qui est compliqué pour les stewards, parce que tout doit être timé, tout doit être calculé, et c'est effectivement une profession très importante pour ces grades. Oui, non, je voulais juste ajouter par rapport à cette question patrimoine ou pas patrimoine. On parle de patrimoine vivant, donc on voit bien aussi par rapport à ce que disait Hélène, c'est-à-dire que le patrimoine n'est pas obligatoire, même si c'est une mémoire, c'est pas non plus quelque chose qui est totalement oublié ou passé et qui n'a plus de fonction. On va à Sèvres aujourd'hui, visiter Sèvres, on est bien encore dans une production très contemporaine et qui reste une dimension très patrimoniale. Donc cette question patrimoniale, elle commence peut-être aujourd'hui, justement, à travers ce colloque, à travers cette question, à travers cette mise en lumière d'un sujet, au-delà d'une dimension sportive qui reste avant tout une dimension sportive. C'est comment aujourd'hui toute cette mémoire qui nous a été présentée tout à l'heure est peut-être une première étape, justement, dans un processus qui emmène ce matériel, cette pratique, ces gestes, ces expériences, justement, comme étant déjà dans une dynamique patrimoniale et un patrimoine qui reste vivant. Le patrimoine n'est pas toujours mort, justement. Il est comme Pascal Cuvelier le présentait. Donc on a bien, justement, cette dynamique qui est peut-être annoncée aujourd'hui. Et après, est-ce que c'est une expo? Est-ce que c'est un ouvrage? Est-ce que c'est commencer à constituer une collection ou déjà un discours? C'est déjà une première étape à ce patrimoine. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, moi je voulais faire une dernière remarque. Comment expliquer les éclipses, les pratiques qui disparaissent du programme des organisateurs? En réfléchissant à la question du lien entre la conception des épreuves, du système des épreuves, et le monde social tel qu'il évolue, et en particulier l'éclipse de la voltige.
Mais il me semble aussi que l'armée a joué un rôle. On a entendu parler de tension, de pression. Comment expliquer les éclipses dans le système des programmes olympiques? Peut-être il faudrait organiser un nouveau colloque sur ce sujet précisément. Quelqu'un veut réagir? Sur les disciplines qu'on a qualifiées, nous, pour notre exposition d'éphémères, il y a des explications assez rationnelles, hein, pour la plupart du temps. Au départ, le saut en longueur, le saut en hauteur, c'est le développement. On était dans le développement du saut d'obstacle, hein, on est dans les premières décennies du développement du saut d'obstacle. Donc, naturellement, on a essayé de tout faire. Et puis on s'est rendu compte très vite que monter les barres de plus en plus haut ou sauter de plus en plus loin, on cassait les chevaux et on prenait des risques pour les cavaliers. Donc naturellement, ça s'est éliminé. La voltige, je pense qu'on est arrivé à des limites en matière de jugement sur l'Olympiade de 1920. Hein, voilà, il y a des explications de ce type-là qui sont des explications matérielles sur l'organisation et après l'appréciation pour la notation objective. Question très brève. Oui, concernant justement l'épreuve de saut à hauteur, l'obstacle en lui-même pesait 1 tonne. Les barres étaient faites en bambou et il fallait à peu près 1 demi-heure pour remonter l'obstacle quand il était tombé. Nous noterons que le général de Castres a été champion du monde de saut en hauteur et de saut en longueur. Vive la France. Pour revenir aux militaires, les Jeux olympiques étaient essentiellement destinés à l'armée. Ouais. Et j'ai vu tout à l'heure le podium des Jeux olympiques de Londres, où on voyait les 3 cavaliers français, le commandant Stafford Paillard, le colonel Joussaume, et le commandant Buret, qui était aussi un cavalier de course, qui avait gagné le Grand Prix de Pardubice sur Tchécoslovaquie. Et il figure sur la médaille, sur le 2e podium, en 2e position. Mais en fait, ils ont été après remontés au podium de médaille d'or. Parce qu'en définitive, à cette époque-là, les Jeux olympiques étaient réservés aux officiers. Or, l'équipe leader avait promu un sous-officier en officier pour participer aux Jeux olympiques. Et après les Jeux olympiques, il a repris son grade de sous-officier. Ce qui fait qu'autour du tapis vert, les choses ont été remises d'aplomb. Je ne dirais pas quelle était la nation qui avait, interprété le règlement différemment. Moi, je vous remercie. Alors là, il est temps de partir en pause. Merci pour cette première session très intéressante.